important, ça nous ramène encore à notre notion de fonction d'usage et de fonction d'estime. Je reviens ici pour que vous compreniez. Et que vous allez voir que notre analyse de besoin là va correspondre réellement à cette première partie qui est l'étude préalable. D'accord? Regardez, on dit que le besoin, on le décompose en fonctions. C'est ce qu'on vient de dire. On dit qu'on va essayer de voir vraiment, délimiter, comprendre le besoin, dégrossir de manière à pouvoir délimiter le champ de l'étude. Voilà, le domaine dans lequel on est en train de travailler. Nous, on dit qu'on va dégrossir un peu notre besoin en fonction et on va trouver des produits qui permettent de réaliser ces fonctions-là. Donc, vous voyez déjà, on va trouver des produits qui permettent de réaliser ces fonctions. Et ici, on dit non, l'étude préalable va nous permettre de voir les différentes solutions possibles, de voir quelle est la solution qui correspond aux besoins du client et quelle est la solution qu'il peut financer, qui ne dépasse pas son budget. D'accord? Parce que souvent, c'est ça. Hein? On peut demander la réalisation d'un produit, ou bien, par exemple, on peut exprimer un besoin. Il y a plusieurs produits qui répondent aux besoins, mais le client ne peut pas se permettre de payer tous ces produits-là. Donc, dans l'étude préalable de notre société X, on va organiser une ou deux réunions avec les responsables des sites de production pour savoir quels sont leurs besoins généraux. Donc, on va ainsi dire qu'il faut pouvoir transporter jusqu'à 5 personnes à la fois avec 100 kg de matériel environ, que le transport ne doit pas dépasser 10 minutes, porte à porte, que l'étude ne doit pas prendre en compte le chargement et le déchargement du matériel. On étudiera de manière synthétique, par exemple, les solutions suivantes. Des fourgonnettes électriques, par exemple, ça c'est des produits. On peut dire des fourgonnettes traditionnelles, un système de petits trains, un funiculaire, un tunnel entre les deux sites, par exemple, on crée un tunnel, la réalisation d'un chariot électrique sur mesure par un prestataire. Donc, ça, c'est toutes les solutions possibles. Donc, on va essayer d'étudier ces différentes solutions, voir ce qui répond. Donc, on décide de ne concentrer l'étude que dans la réalisation sur mesure du chariot électrique. Donc, après avoir proposé toutes ces solutions, finalement, c'est celui-là qui a été choisi, le dernier. Voilà, car les autres solutions ne sont pas satisfaisantes en matière de contraintes ou de besoins. Donc, maintenant, la phase 2, on dit l'analyse détaillée du besoin. Donc, le premier a expliqué le besoin. Donc, le rôle de l'analyse de besoin est toujours là. Elle consiste à définir de manière précise et exhaustive le besoin. Cette étude consistera à mettre en œuvre un certain nombre d'outils d'analyse qui permettront de modéliser le besoin et de le rendre compréhensible par ceux qui vont le couvrir. Donc, ça, c'est ce niveau-là. Regardez. Je reviens sur mon document Word. Donc, l'étude préalable, c'est toujours dans l'analyse de besoin. Voilà. L'étude détaillée, voilà. Donc, il faut dire que dans la réalisation des projets informatiques, on va savoir tout simplement que notre étude préalable correspond à la phase d'analyse de besoin. Je vais partager mon document Word pour que vous puissiez comprendre les nuances. Je sais qu'il y a un peu de nuances ici pour quelqu'un qui commence. Voilà. C'est pour ça que j'ai encadré cette partie. Voilà. En fait, tout ceci correspond à l'analyse de besoin, comme nous allons le voir, et correspond également à la phase étude préalable de nos méthodes d'analyse qui sont là. Donc, une fois qu'on aura analysé le besoin, on aura déjà fini avec l'étude préalable. Maintenant, l'étude détaillée, on dit qu'il faut modéliser maintenant. Donc, ces méthodes-là vont nous permettre de modéliser les besoins pour pouvoir réaliser un cahier de charges techniques de manière à ce qu'il soit compris par le concepteur. D'accord? C'est ce qui est dit dans le texte. Je ne sais pas si vous suivez. Je reviens à mon texte. Voilà. C'est ce qui est dit dans mon texte ici. Voilà. On va partager. Dans mon texte ici, c'est ce qui est dit. Je le reprends. Voilà. On dit elle consiste à définir de manière précise et exhaustive le besoin. Cette étude consistera à mettre en œuvre un certain nombre d'outils d'analyse. Donc, on va mettre des outils d'analyse. Donc, parmi les outils d'analyse, il y a ce qu'on appelle le MCD, le diagramme de classe, le diagramme de séquence, le diagramme de cas d'utilisation, etc., etc. Voilà. Qui permettront de modéliser le besoin, qui vont nous permettre de décrire les besoins de manière à ce qu'un informaticien le comprenne. C'est-à-dire que ça, c'est à travers les méthodes. Mais malheureusement, comme vous n'avez pas fait d'études MERIS, peut-être que vous ne pourrez pas voir ça tout de suite, mais je vais vous montrer un exemple. Un exemple, peut-être pas aujourd'hui, mais un autre jour. Je vais vous montrer un exemple où vous allez voir
la différence entre l'étude préalable en termes d'analyse de besoins et l'étude détaillée dans le cadre de la modélisation, en utilisant ce qu'on appelle soit des diagrammes de classe, soit des diagrammes de cas d'utilisation, des diagrammes de séquences, des diagrammes d'objets. Il y a ce qu'on appelle aussi les dictionnaires de données, les dépendances fonctionnelles, les graphes, le MCD, le MLD, le MCT, le MOT. Tous ceci sont des modèles qui sont couverts par ces deux études, qui permettront de modéliser le besoin et de le rendre compréhensible par ceux qui vont le couvrir. Qui va couvrir la réalisation du logiciel? Qui va couvrir la réalisation du petit chariot électrique? C'est le prestataire. On dit le document résultant de l'étude est rédigé dans un langage compréhensible par celui qui a exprimé le besoin afin qu'il puisse valider que cette expression traduise bien les besoins initiaux. Et généralement, les cahiers de charges techniques sont toujours validés par les clients. Et dans la réalisation des projets, si vous ne faites pas valider les cahiers de charges techniques, vous vous mettez en danger. Parce qu'après avoir fini le produit, si le cahier de charges technique n'est pas validé par le client, il va dire « Ah non, ça, moi je ne voulais pas ça ». Parce que tout est défini dans le cahier de charges technique. Si vous faites un avion qui va voler, c'est-à-dire que sur son ventre, qui va voler sur son dos, par exemple, donc tout sera défini dans le cahier de charges technique. Si vous devez utiliser un chariot électrique qui va pouvoir creuser des trous, tout sera défini dans le chariot, dans le cahier de charges technique. Donc si le client final ne valide pas ce document, c'est que ça ne va pas être bon. Donc dans notre exemple ici, on dit l'étude détaillée du besoin de notre exemple, on va décrire précisément par exemple le type de matériel transporté, le nombre de déplacements effectués dans la journée, le nombre de personnes devant être transportées par heure, par jour. On pourra ainsi décrire les conditions de sécurité. Donc on fera aussi un exemple, les plans de site et de déplacement. Donc le résultat de cette étude est un document d'étude détaillé du besoin et c'est ce qu'on appelle le cahier de charges technique. Maintenant, l'analyse fonctionnelle, donc toujours dans le cadre de la réalisation d'un projet, elle consiste à définir les fonctions que le produit ou service devra remplir. Donc, on a déjà dit dans le besoin, on exprime les fonctions. Voilà. Chacune des fonctions doit être qualifiée par un niveau de performance. Les fonctions seront hiérarchisées entre elles afin de préparer d'éventuels arbitrages. Donc, si on ne peut pas techniquement ou financièrement réaliser toutes les fonctions. Donc, cette analyse fonctionnelle est un travail conjoint entre les futurs utilisateurs ou leurs représentants et ceux qui vont concevoir le produit ou service. En effet, la définition de certaines fonctions peut demander des connaissances techniques. Donc, dans notre cas, l'analyse fonctionnelle de notre exemple, on va décrire la sécurité, la fonction de fixation, dont les matériels seront fixés. Voilà, on va ainsi dire que les matériels sont fragiles. On déterminera précisément ce qu'est la notion de fragilité pour qu'il n'y ait pas de choc. On dira qu'ils doivent être protégés et rester intacts même s'il y a un choc à 5 km/h. Donc, ici, on va produire ce qu'on appelle un document d'analyse fonctionnelle. En fait, dans les méthodes d'analyse, tout ceci, c'est la partie traitement. Mais j'essaie de vous expliquer quelque chose de très clair ici, les deux notions, maîtrise d'ouvrage et maîtrise d'œuvre. Dans l'analyse technique aussi, la réalisation. Maintenant, ce qui nous intéresse ici, le test, tout ceci, c'est bon. Ce qui nous intéresse ici, c'est un peu, voilà ici, voilà. Donc, regardez, donc comme je l'ai dit, il y a une partie qui est confiée à l'utilisateur, hein, il y a une partie qui est confiée au technicien. Donc, maîtrise d'ouvrage, maîtrise d'œuvre. L'utilisateur, c'est-à-dire que la personne qui exprime le besoin est appelée maîtrise d'ouvrage. La personne qui réalise le besoin est appelée maîtrise d'œuvre. D'accord? Donc, c'est tout simplement ceci que je voudrais vous expliquer à travers tout ça. Bon, cette partie d'étude-là, vous pouvez le lire pour la compréhension, mais l'objectif, c'est tout simplement de vous dire à quelle place l'analyse du besoin se situe dans un projet. L'analyse du besoin se situe fondamentalement au niveau du maîtrise d'ouvrage. C'est le maîtrise d'ouvrage qui fait l'analyse de besoin et il va se situer au tout début du projet. Parce que si le besoin n'est pas compris, ça ne sert à rien d'analyser. Et regardez ici, l'étude préalable, l'étude détaillée et une partie de l'étude fonctionnelle. Tout ceci a besoin de ce qu'on appelle les techniques d'analyse du besoin. Donc notre analyse de besoin va couvrir un peu les trois premières parties. Voilà, une partie de la troisième fonction, de la troisième partie. En tout cas, les deux premières parties font partie de l'analyse de besoin. L'étude fonctionnelle, une partie fait partie de l'analyse de besoin et le reste est réalisé par la maîtrise
d'œuvre. Donc, on va dire que l'analyse des besoins, c'est la maîtrise d'ouvrage qui va le réaliser. Et la maîtrise d'œuvre va tout simplement exploiter le résultat de l'analyse des besoins et faire le travail. Mais comme je l'ai dit, dans la réalité, dans certains cas, même l'analyse des besoins est effectuée par la maîtrise d'œuvre. Parce que ça dépend. On peut avoir un client qui n'a aucune compétence en matière de technique d'analyse de besoins. Donc, en ce moment, vous faites le travail du client, vous faites le travail de la maîtrise d'ouvrage et vous faites le travail de la maîtrise d'œuvre. Donc, j'ai juste une question à poser. C'est quoi le maîtrise d'ouvrage? C'est quoi la maîtrise d'œuvre? Si vous avez saisi. Allô? Allô? Oui, c'est quoi la maîtrise d'ouvrage et c'est quoi la maîtrise d'œuvre? Allô? Allô? Oui, je vous entends. Moi, à mon avis, dans ma façon de comprendre, la maîtrise d'œuvre là, c'est le porteur d'œuvre là, c'est le porteur. Là? La maîtrise d'œuvre là. La maîtrise d'œuvre. La maîtrise d'œuvre. Hein? La maîtrise du projet, c'est ça le porteur du projet. C'est ça le porteur du projet. Celui qui porte le projet. Ça, c'est qui? La maîtrise d'ouvrage ou la maîtrise d'œuvre? Ça, c'est la maîtrise d'ouvrage. La maîtrise d'ouvrage, le porteur du projet, d'accord? Et la maîtrise d'œuvre? C'est celui qui exécute le projet. C'est celui qui exécute le projet. Très bien, c'est ça. Donc, le travaux de construction du goudron de la route de Koulikoro, c'est les Chinois qui sont la maîtrise d'œuvre et l'État malien est la maîtrise d'ouvrage. Et vous allez trouver qu'au niveau de la maîtrise d'ouvrage, pour que l'État malien se rassure du respect des besoins exprimés, ils prennent ce qu'on appelle un bureau de contrôle qui va contrôler le travail de la maîtrise d'œuvre. Donc, on va dire maintenant, et en termes de conception de logiciel, comment est-ce qu'on va faire ça? D'accord? Comment est-ce qu'on va vérifier est-ce que le produit qu'on est en train de concevoir, est-ce que ça répond aux besoins qui ont été exprimés? D'accord? Donc ça, c'est le rôle de l'étude fonctionnelle. Parce que l'étude fonctionnelle va d'abord exprimer tous les besoins sous forme de fonctions. Et maintenant, la maîtrise d'ouvrage va s'assurer qu'il est en train de réaliser toutes ces fonctions. Et les tests vont permettre de vérifier ça. D'accord? C'est bon? Ah, il y a Dico, il y a Berthe aujourd'hui, elle est connectée, mais elle ne parle pas. Est-ce qu'elle est là? J'espère qu'elle n'a pas fait comme oui, je suis là. Je suis un peu souffrante. Ah, vous êtes souffrante. Oui. D'accord. On va vous souhaiter prompt rétablissement. Merci beaucoup. Sinon, bon, manga au fene ni ma tigarege nan dum ou bien nous bashidu bagari et masika bashidu dama weekend fait parce que abina fo o de maki bala. Non, certainement elle a en carence un peu. Elle a en carence. Voilà, il faut parler de papa depuis ça. D'accord. On dit ok, on voit bien dans ce schéma que les étapes qui impliquent une analyse de besoins sont les fondations du système. Donc, c'est pour dire que l'analyse de besoins est la base de la réussite d'un projet. Si elles ne sont pas correctement déroulées, c'est tout l'édifice qui s'écroule. 30% des produits et services ne répondent pas du tout aux besoins. 30% des produits et services. 30% des produits et services répondent partiellement aux besoins. Et 30% des produits et services répondent totalement aux besoins. Donc, ça veut dire que, généralement, dans la plupart des conceptions de produits ou services, le produit final ne répond pas aux besoins des clients à 60%. Parce qu'il y a une très mauvaise analyse de besoins. Et ça se fait même ici. Même moi-même qui vous parle, il m'est arrivé beaucoup de choses comme ça. Une fois, j'ai eu un travail à faire à Ségou, par l'intermédiaire de quelqu'un à qui on a exprimé vraiment ce que le client voulait. Ce dernier ne voulant pas me mettre en contact direct avec le client final, lui, il est venu expliquer les choses comme il le voulait. Donc, j'ai fait le travail. Donc, selon moi, mon client, le travail était fini. Mais lui, il n'avait pas compris le besoin. Et il n'avait même pas exprimé le besoin correctement. Une fois qu'on s'est déplacé pour aller voir l'utilisateur final, à Ségou, on s'est rendu compte que nous avons fait un produit qui ne répond en aucune façon à ce qu'ils ont demandé.
parce que le besoin a été mal cerné. Normalement, dans ces genres de situations,